Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De la sublimation à la création. On ne peut parler de créativité sans parler de sublimation, un passage obligatoire avant toute créativité, toute création. Freud utilise cette métaphore, qui signifie passer de l'état solide à l'état gazeux, pour décrire un processus qui transforme la curiosité sexuelle, grâce à une désexualisation, en curiosité dans le domaine sensorimoteur ou intellectuel. La pulsion sexuelle est sublimée quand elle est dérivée vers un but non sexuel et des objets socialement valorisés. Il est nécessaire de préciser ce que l'on entend par sublimation, car le concept peut être plus ou moins étendu. Il a d'ailleurs évolué au cours de l'œuvre de Freud et depuis lors jusqu'à nos jours. Les sublimations sont multiples. Freud distingue l'art et la science, la religion étant à part une illusion. En 1998, lors d'un congrès sur la sublimation, Rosolato nous donne une autre classification: religion, politique, philosophie, science, esthétique. J'aurais tendance à les répartir en deux groupes: les sublimations intellectuelles, religion, politique, philosophie, science dont la psychanalyse, et les sublimations artistiques, celles qui nous intéressent plus particulièrement ici. Les sublimations se manifestent, pour moi, de trois différentes manières que nous allons approfondir. Un intérêt porté aux activités et aux réalisations sublimatoires des autres. C'est le cas de nombreux humains. La pratique d'une activité sublimatoire, où le sujet développe ses possibilités sublimatoires dans une activité du domaine sensorimoteur ou intellectuel, activité de loisir ou travail rémunéré. Il y a alors créativité. Les réalisations sublimatoires consistent à produire une œuvre, créer des objets socialement valorisés, un destin plus exceptionnel. On entre dans le domaine de la création. L'intérêt porté aux activités et réalisations sublimatoires des autres. 3 textes de Freud sur la sublimation proprement dite sont essentiels. Dans la 5e leçon des 5 leçons de psychanalyse, 1904, Freud s'interroge sur ce que deviennent les désirs inconscients, refoulés, libérés par la psychanalyse. Leur satisfaction, c'est l'issue normale ou bien la sublimation. À leur fin sexuelle se substitue un objectif plus élevé et de plus grande valeur sociale. L'art et la connaissance intellectuelle sont sublimés et valorisés par la société. Dans le 2e des 3 essais sur la théorie de la sexualité, 1905, il reprend les propos de sociologues. Le processus détournant les forces sexuelles de leur but et les employant à des buts nouveaux, processus auquel on a donné le nom de sublimation, constitue l'un des facteurs les plus importants pour les acquisitions de la civilisation. Il cite les éducateurs qui remarquent le rôle essentiel de la période de latence puis décrit les manifestations de la sexualité chez l'enfant. La succion bucco-labiale, succion et suçotement, et le plaisir oral, l'activité de la zone anale et le plaisir anal, enfin l'activité des zones génitales, le plaisir génital et les manifestations masturbatoires chez le nourrisson. Le texte Pulsion et destin des pulsions, 1915, développe le concept de pulsion. Son but est la satisfaction, le plaisir. L'objet de la pulsion peut être un objet ou le corps propre. À la source sont les pulsions sexuelles et les pulsions d'autoconservation ou pulsions du moi, par exemple la faim. Freud reconnaît 4 destins à la pulsion: le refoulement, la sublimation, le renversement en son contraire, activité en passivité ou passivité en activité, sadisme en masochisme, voyeurisme en exhibitionnisme, et le retournement sur la personne propre, par exemple faire souffrir l'autre devient se faire souffrir. Si l'on reprend ce schéma, le but des intérêts sublimatoires sera le plaisir sublimé des 5 sens, plaisir des yeux, des oreilles, du goût, de l'odorat et du toucher, ainsi que le plaisir oral, anal ou génital sublimé. Leur objet sera objet sonore, à regarder, goûter, sentir, toucher. Prenons des exemples pour l'objet sonore. Aller à un concert classique, de rock, de jazz, de variété, etc. Aller à une exposition de peinture, de sculpture, de photos, sollicite le regard. Un spectacle de danse mobilise à la fois la vue du corps en mouvement et l'ouïe. Aller à un spectacle de théâtre, d'opéra, au cinéma ou regarder la télévision requiert aussi la maîtrise du langage verbal. Se rendre à une foire pour goûter des vins, des produits régionaux,
du chocolat sollicite les sensations gustatives et olfactives, visiter une fabrique de parfums les sensations olfactives. Quant aux sensations kinesthésiques, elles font l'objet des soins du corps dans les centres de thalassothérapie et massage. La source de l'investissement sublimatoire pour les concerts et les spectacles par exemple, ce sont les pulsions partielles voyeuristes de l'œil et de l'oreille, où les spectateurs auditeurs regardent et écoutent une scène primitive sublimée, déplacée sur une autre scène. Il faut noter que la vue et l'ouïe sont des sens plus valorisés que l'odorat, le goût et le toucher. On peut penser que c'est en rapport avec la scène primitive, et avec un développement plus marqué chez l'homme. L'intérêt sublimatoire est la première étape réceptive passive, régressive où le sujet se laisse aller à prendre du plaisir à des sensations et des affects éprouvés lors d'une relation précoce mère-enfant et revécue à cette occasion. La pratique d'une activité sublimatoire. L'activité sublimatoire est la deuxième étape de la sublimation. Retournement de la pulsion passive sublimée en pulsion active. Malaise dans la culture, 1930, est un texte plus tardif de Freud. Il reprend la notion de sublimation des pulsions pour lutter contre la souffrance. La satisfaction est obtenue à partir d'illusions. Le domaine d'où sont issues ces illusions est celui de la fantaisie. Illusion et créativité. La première illusion du nourrisson est l'hallucination du sein maternel, la satisfaction hallucinatoire du désir. Puis la succion du pouce lui donne l'illusion de téter le sein maternel. Cette illusion se retrouve chez celui qui pratique la flûte ou la clarinette, je ne suis pas sûr qu'il en soit toujours conscient. Le babil et le gazouillis instaurent une aire de jeu entre la voix de la mère et les productions buccales du bébé, aire d'expérience sonore qui sera utilisée par celui qui chante ou joue d'un instrument. Le bercement d'un nouveau-né recrée l'illusion d'être ballotté dans le ventre maternel, expérience kinesthésique que l'on retrouve dans le porté en danse, la nage ou le roulis d'un bateau. En sevrant et en frustrant progressivement son enfant, la mère va introduire le principe de réalité pour l'amener à renoncer peu à peu au principe de plaisir. C'est le processus de désillusionnement décrit par Winnicott. Celui-ci remarque que l'objet transitionnel, qui représente la mère, est désinvesti progressivement au moment où se développent les intérêts culturels de l'enfant, que l'on peut appeler aussi intérêt sublimatoire. Jeu, créativité et activité sublimatoire. Le jeu de l'enfant se situe dans une ère d'illusion où il va déployer son imagination. C'est la première activité créative qui va remplacer l'activité masturbatoire. D'abord il y a du sexuel qui va être sublimé, désexualisé puis du non-sexuel. Le jeu témoigne de la créativité de l'enfant, de sa capacité à mettre en scène des personnages et à les faire parler et agir, confrontation entre la réalité interne et externe. Après une phase passive d'écoute, de ressenti visuel, kinesthésique ou autre, l'enfant va passer à une phase active où il va marcher, parler, chanter, mouvoir son corps en musique. Comme Martha Graham nous le raconte dans Mémoire de danse, se représenter sa mère, lui et les autres, et le monde qui l'entoure, en les dessinant et en les modelant. Je prends l'exemple de Martha Graham, danseuse et chorégraphe. Elle suggère dans ses mémoires de danse qu'elle fut un bébé mal porté par une mère incapable de la calmer, et se souvient d'une danse dans l'église sur les genoux maternels et dans l'allée au son d'une mélodie connue, peu après la naissance de sa sœur cadette de 2 ans. Elle exhibe son corps en mouvement, et se donne en spectacle pour attirer le regard. Un autre exemple est celui de Camille Claudel, enfant de remplacement, née d'une mère endeuillée d'un enfant de sexe masculin. Elle va s'intéresser très tôt à ramasser de la terre glaise et à la pétrir dans ses mains pour lui donner des formes, recréant ainsi l'objet perdu par sa mère ou se recréant elle-même pour exister. Ce que le nourrisson a subi passivement, l'enfant va le maîtriser dans une activité sublimatoire du domaine sensorimoteur, le plus souvent une activité de loisir, activité sportive, activité de danse, pratique d'un instrument de musique ou du chant, atelier de dessin et peinture, modelage, ou des activités du domaine intellectuel. Dès l'âge de 6 ans, au déclin du complexe d'Oedipe, il va entrer dans la phase de latence et investir à l'école l'acquisition de la lecture et de l'écriture. La pulsion de voir, pulsion scopique, devient pulsion de savoir, pulsion épistémophilique. La lecture est une activité sublimatoire intellectuelle qui mobilise la pulsion d'emprise.
Rousseau à 6 ans lisait avec son père les livres provenant de la bibliothèque de sa mère décédée à sa naissance, puis a manié avec lui des idées philosophiques de l'âge de 6 à 9 ans, quand son père s'exile de Genève et le confie à un oncle. On comprend d'où provient son intérêt ultérieur pour la philosophie, tout en sachant que l'investissement pour la musique et la composition d'opéra a précédé et il nous en donne la clé. Les chansons de la tante Suzon, sœur de son père qui l'a élevé. L'acquisition du langage musical, lecture et écriture, est aussi une activité intellectuelle sublimatoire. Mozart apprend dès l'âge de 3 ans la pratique du piano, rivalisant avec sa sœur aînée Nannerl. Son père lui apprend alors le langage musical et les règles de la composition, ce qui explique la capacité très précoce à créer dès l'âge de 6 ans chez cet enfant particulièrement doué. Des pulsions exhibitionnistes et d'emprise sublimée. Les pulsions voyeuristes et passives de la phase précédente vont se retourner en leur contraire, et devenir pulsions exhibitionnistes et actives, celles de l'écrivain, du peintre ou de l'acteur-interprète. Le danseur donne à voir son corps et domine sa musculature. Le peintre expose son œuvre et maîtrise le pinceau avec sa main. Le chanteur exhibe son corps et apprend à contrôler sa respiration et sa voix. Cela implique l'idée d'un public et de l'autre que l'on met en position de spectateur-auditeur, de voyeur sublimé. Freud nous dit encore dans Malaise dans la culture. En tête de ces satisfactions en fantaisie, il y a la jouissance puisée dans les œuvres de l'art, qui par l'entremise de l'artiste est rendue accessible aussi à celui qui n'est pas créateur. La réalisation sublimatoire, la création. La création est un destin exceptionnel. Freud très tôt s'est intéressé à des créateurs et à leurs œuvres. On peut dire qu'il fut le premier à faire de la psychanalyse appliquée, mais je n'aime pas du tout cette expression qui ne rend pas compte du processus créateur et le réduit à des liens entre la vie d'un artiste et son œuvre. Les lettres à Fliss, qui sont considérées comme son auto-analyse, fourmillent de références à la littérature. Dès 1897, dans une de ses lettres, Freud s'intéresse à la symbolique contenue dans Oedipe roi de Sophocle. C'est sa première analyse d'une œuvre littéraire. Chaque auditeur fut un jour en germe ou en imagination, un Oedipe et s'épouvante devant la réalisation de son rêve transposé à la réalité. Un an plus tard, il dit à Fliss qu'il veut étudier la légende d'Oedipe mais ne sait encore dans quels ouvrages. On comprend très bien ce qui pousse Freud à s'y intéresser, sa problématique personnelle. Dans une autre lettre de 1897, à propos du Hamlet de Shakespeare, il se penche sur l'inconscient de l'écrivain. Sans penser aux intentions inconscientes de Shakespeare, je suppose qu'un événement réel a poussé le poète à écrire ce drame, son propre inconscient lui ayant permis de comprendre l'inconscient de son héros. Il va se préoccuper de la nature de l'inhibition d'Hamlet à venger son père assassiné. Puis en 1898, Freud applique l'analyse à une œuvre littéraire contemporaine, La Magistrate de C.F. Meyer. Pour lui, c'est le rejet romancé d'un souvenir qui se rapporte aux relations de l'écrivain avec sa sœur, une défense contre l'inceste. Il semble passionné par cet écrivain peu connu, dont il a lu tous les romans. Toujours dans une lettre à Fliss, 1897, il réunit les concepts d'harmonie, pensée et affect à propos du compositeur Richard Wagner et de son opéra Les Maîtres chanteurs de Nuremberg qu'il est allé entendre. La façon dont est suggérée la rêverie du matin m'a beaucoup ému. On ne trouve dans aucun opéra de vraies idées traduites en musique, grâce à l'association d'une harmonie d'accent et d'une pensée teintée d'affectivité. Pour quelqu'un qui est réputé ne pas aimer la musique, c'est étonnant. À propos du Werther de Goethe, il écrit que Goethe prête à son héros quelque chose de vécu, son propre amour pour Lotte Kästner et en même temps quelque chose dont il a entendu parler, le sort du jeune Jérusalem qui se suicida. Il repère ainsi l'identification au héros, du romancier amoureux qui a traversé une période suicidaire. Freud cite de nombreuses fois le Faust de Goethe qui l'a beaucoup marqué. Dans Gradiva, Fantaisie pompéienne, 1907, Freud s'intéresse aux sources inconscientes qui ont pu inspirer la création littéraire. Il écrit à Jensen pour lui demander s'il n'a pas perdu une sœur dans sa jeunesse. Il est proche de la vérité. Jensen lui répond qu'il n'a pas perdu de sœur mais un amour de jeunesse, une amie d'enfance qui est morte phtisique à l'âge de 18 ans. Un souvenir de Léonard de Vinci, 1910,
fait naître l'idée chez Freud que le sourire du modèle Mona Lisa a pu rappeler au peintre le sourire de sa mère dont il aurait été séparé entre l'âge de 3 et 5 ans. Il retrouve ce sourire dans tous ses tableaux, Léda, Saint-Jean et Bacchus. Freud trouve un sens caché au choix du sujet de son tableau Sainte-Anne, la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Pour lui, c'est la représentation de la mère biologique de Léonard, Catrina, Sainte-Anne, et de Donna Albiera, sa belle-mère, femme de son père, la Vierge Marie. Il n'était pas loin de la vérité. On sait maintenant qu'après le sevrage, il a été élevé par sa grand-mère paternelle. Dans le premier exemple, Freud s'intéresse aux sources de l'inspiration, aux traces mnésiques et aux souvenirs du corps, le doux, et dans le second aux fantasmes inconscients contenus dans l'œuvre de Léonard, réunir les représentations de ses deux mères et de lui-même dans un même tableau. Dans Moïse et le monothéisme, 1912 à 1914, à propos de la statue de Michel-Ange, Freud remarque l'affect de colère dans le regard de Moïse et l'inhibition de cette colère dans ses gestes. L'affect véhiculé par l'œuvre la fait revivre au spectateur. Freud se penche sur le thème des 3 coffrets du Marchand de Venise de Shakespeare, 1913. Un père veut marier sa fille Portia. 3 prétendants doivent choisir entre 3 coffrets. Dans l'un d'eux se trouve le portrait de la belle Portia, et celui-là l'emportera. Les 2 princes choisissent les coffrets en or et en argent. Bassanio amoureux choisit le coffret en plomb, et devient l'heureux élu. Pour Freud, c'est le choix d'un homme entre 3 femmes. Les 2 premières sont clinquantes et fausses et la 3e simple et vraie. Il rapproche ce bon choix du mauvais choix du roi Lear qui veut partager son royaume entre ses 3 filles, à la mesure de leur affection. Il se laisse duper par les fausses démonstrations des 2 aînés, et ne sait reconnaître l'amour véritable de la cadette qui se tait et qu'il dépouille. La plus jeune était pourtant la plus digne d'être récompensée. Les contes de Thea Hoffmann, 1919, suscitent chez Freud angoisse, terreur et inquiétante étrangeté. Le psychanalyste travaille aussi sur les émotions inhibées quant au but. Freud prend pour exemple la poupée Olympia, poupée artificielle, automate dont l'étudiant Nathanaël va tomber amoureux, puis ce sera la désillusion. La perte des yeux sanglants de la poupée est pour Freud reliée à l'angoisse de castration. Le sexe féminin pour la plupart des hommes est quelque chose d'inquiétant. Dans son essai Dostoïevski et le parricide 1928, Freud considère Dostoïevski comme un créateur presque à la hauteur de Shakespeare. Il le considère comme un névrosé avec des tendances perverses sadomasochiques, sujet à des crises d'épilepsie graves avec perte de connaissance, morsure de la langue et perte des urines. Depuis l'enfance, Dostoïevski est en proie à des attaques de mort apparentes. Freud y voit une identification à un père sadique et cruel dont il désire la mort. Pour lui, Dostoïevski se punit de ses attaques sadiques par ses attaques somatiques en s'identifiant à un père mort. La réalisation de ses désirs de mort à l'âge de 18 ans, quand son père est assassiné par ses paysans, a dû entraîner une culpabilité et le besoin d'expier qui se manifestent somatiquement par des crises épileptiques. Il donne du sens à des manifestations somatiques, contrairement à la pensée de Pierre Marty. Nous voyons comment Freud aborde la création, par les sources inconscientes qui ont pu inspirer le créateur, par l'affect et le fantasme inconscient contenu dans l'œuvre. Le développement spontané d'une sublimation, qu'elle soit intérêt, activité ou réalisation sublimatoire chez un névrosé en cure analytique prouve qu'il va mieux et que l'énergie engagée dans des symptômes névrotiques se libère et peut trouver une autre issue dans la sublimation. Quelle que soit la structure mentale des patients, névrosés, psychotiques, psychosomatiques, névrose de comportement avec passage à l'acte délictueux, perversion, la sublimation, la créativité et l'acte de création sont à considérer comme positives, tendues vers un but élevé, à condition de ne pas devenir exclusives au détriment de la sexualité et du lien social. Du rêve à la création. Freud s'est d'abord intéressé à la création littéraire, le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen en 1907, celle qui utilise des mots pour créer et des souvenirs, en s'appuyant sur un matériel psychopathologique, le délire et les rêves. La création artistique picturale et sculpturale, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, 1927, Moïse et le monothéisme, 1936, l'ont ensuite inspiré. Création qui s'exprime avec un langage infraverbal, avec des formes et des couleurs pour la peinture, des représentations de choses qui traduisent des fantasmes inconscients, des affects et des sensations.
D'abord figurative et représentative, la création picturale s'oriente à notre époque contemporaine vers l'abstraction et la non-représentation d'objets, et l'influence de Freud paraît très probable, afin de se soustraire aux interprétations du public et des psychanalystes. L'an 2000 a fêté le centenaire de la publication de l'interprétation des rêves. Après la découverte révolutionnaire de la psychanalyse, Freud a proposé le rêve et les associations sur le rêve comme voie royale qui mène à l'inconscient. Il était à la fois un grand rêveur la nuit, et un génial créateur le jour. Les créateurs redoutent en général de se dévoiler, et que l'on puisse lire leur inconscient dans leurs œuvres. La création est aussi une voie royale qui mène à l'inconscient. Y aurait-il des liens entre les processus psychiques du rêve et de la création ? Le premier m'est apparu à la lecture de Max Graf, le père du petit Hans. Compositeur, puis professeur d'esthétique à Vienne, il collabora avec Freud pendant une dizaine d'années et participa aux réunions de la Société le mercredi. Dans son livre L'atelier intérieur du musicien, il explique l'extraordinaire dépouillement de certaines œuvres picturales et musicales par un travail de condensation intensif, l'un des mécanismes du travail du rêve décrit par Freud. Pour André Green dans La déliaison 1971, le texte littéraire et le rêve se ressemblent par un point. Ils subissent tous deux une élaboration secondaire à partir des processus primaires. Le passage des processus primaires au processus secondaire se fait grâce à une liaison. L'énergie libre non liée tend à la décharge et sera transformée par le travail de condensation et de déplacement, que l'on retrouve à la fois dans le rêve et la création littéraire. Ce qui diffère, ce sont les associations apportées par le rêveur, témoignant des restes diurnes et du souhait inconscient du rêve, qui font défaut pour la création. Je pense qu'on peut toutefois utiliser certaines autobiographies, où le créateur livre des associations sur ses œuvres. Le processus onirique. Freud s'est tout d'abord intéressé aux rêves, à ses rêves et à ceux de ses patients, avant d'aborder la création en littérature et dans l'art. L'interprétation des rêves est un livre dense et riche, complexe, qui foisonne d'idées originales, de concepts nouveaux et d'exemples. Sur le rêve publié un an plus tard est un condensé clair, simple et accessible pour tout lecteur. Le rappel de quelques notions élémentaires va permettre d'établir un parallèle avec le processus de création. Freud pose deux questions, celle de la signification psychique du rêve par rapport à d'autres processus psychiques, quelle fonction pour le rêve, et l'autre concerne le sens de son contenu, ce sens est-il interprétable ? Parmi les excitateurs du rêve, Freud reconnaît une petite part aux excitateurs externes, stimulus sensoriels et corporels, bruit, envie d'uriner, etc. Mais il découvre, en appliquant la méthode psychanalytique associative à ses propres rêves et à ceux de ses patients, le rôle essentiel des excitateurs internes, les souvenirs des événements du jour précédant le rêve. Dans le processus créateur, les excitateurs et internes existent d'eux-mêmes. Ce sont les événements qui entourent la création, sentiments amoureux, deuil, exil, etc. Par exemple pour Wagner, le chant des matelots norvégiens du Hollandais volant lui vient suite à une tempête en mer Baltique quand il s'exile en France. La vision ensoleillée du château de la Wartburg après une tempête de neige lors de son retour au pays natal lui permet de construire la scène du troisième acte de Tannhäuser. Il fuit les scènes de sa femme Mina et lors d'un accès de fièvre et d'un cauchemar, un accord parfait de mi bémol majeur lui inspire le prélude de l'or du Rhin. Le martèlement insupportable d'un chaudronnier lui donne l'idée de la fureur de Siegfried contre le forgeron Mime. Grâce aux associations sur le contenu manifeste du rêve, le rêve raconté par son rêveur, la chaîne de pensée peut retrouver le contenu latent, le sens caché du rêve. Le processus psychique qui transforme le contenu latent en contenu manifeste, c'est le travail du rêve qui utilise 5 types d'opérations. La condensation crée un lien entre deux ou plusieurs pensées différentes, et plusieurs associations apparaissent en effet à propos d'un fragment de rêve. Le déplacement, pensée et représentation d'une personne déplacée sur une autre, est le processus qui déforme le plus le rêve et en cache le sens. Plus un rêve est obscur et confus, plus le rôle du déplacement est important. La dramatisation et la transformation d'une pensée en situation, le scénario du rêve. La figuration symbolique est ce que Freud appelle l'arrangement visuel. Des pensées peuvent être figurées de façon symbolique par des métaphores.
Il utilise la comparaison d'un discours figuré par des dessins. Quant à la composition du rêve, elle ordonne les constituants dans un ensemble à peu près cohérent. En art et en littérature, on retrouve tous ces mécanismes de condensation, déplacement, dramatisation, figuration symbolique et composition. Le résultat de toutes ces opérations, ce sont 3 types de rêves. Les rêves sensés et compréhensibles sont le plus souvent brefs et peu dignes d'intérêt, et les rêves d'enfants s'y apparentent. Ce sont des accomplissements de désirs simples et sans voile, réalisation d'un désir non refoulé. Ces rêves de type infantile deviennent plus rares chez l'adulte. Quant aux 2 derniers types de rêves, les rêves cohérents de sens clair mais déconcertants et les rêves incohérents, confus, absurdes, ils sont accomplissements d'un désir plus ou moins refoulé. Le refoulement cherche à tenir secrètes les pensées du rêve, à les maintenir dans l'inconscient. Chez le sujet endormi, la censure est relâchée, cependant jamais totalement. Le contenu manifeste du rêve est figuration d'un désir accompli, rendu obscur par des opérations que la censure fait subir au matériel refoulé. Freud en déduit la fonction du rêve, gardienne du sommeil. La tâche de l'interprétation du rêve est de substituer au rêve les pensées latentes. Le travail de l'analyste opère la transformation inverse du travail du rêve. Défaire ce que le travail du rêve a tissé. André Green nomme ce travail de l'analyste la déliaison, à propos de la création littéraire. Le psychanalyste qui s'y intéresse délie le travail créateur du romancier. Freud ne s'est pas intéressé au mécanisme du processus créateur, mais à ses sources. Freud et la création littéraire. Sur la recommandation de Jung, Freud lit un roman La Gradiva fantaisie pompéienne de Wilhelm Jensen, publié en 1903. Il en fait un commentaire qui paraît sous le titre Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen, 1907. Freud se montre curieux des rêves créés par un écrivain, probablement à partir de ses propres rêves, mais aussi des sources qui ont pu inspirer la création littéraire. Pour résumer l'histoire de la Gradiva, le jeune archéologue Norbert Arnold découvre à Rome un bas-relief. Il se procure un moulage et l'accroche dans son cabinet de travail. C'est une jeune fille en train de marcher, tenant sa robe remontée de la main gauche, découvrant ses pieds, le gauche avancé à plat et la pointe du droit touchant à peine le sol avec la plante et le talon se dressant à la verticale. Norbert l'appelle Gradiva, celle qui marche en avant. Ayant visité Pompéi et étudié ses ruines, l'idée lui vient que Gradiva était pompéienne et d'origine hellénique. Il s'intéresse alors aux pieds des dames dans la rue et à leur démarche, puis fait un premier rêve angoissant. Il se trouve à Pompéi lors de l'éruption du Vésuve qui a détruit la ville. En bordure du forum, près du temple de Jupiter, il aperçoit sa Gradiva. Elle disparaît. Il la retrouve couchée, suffocante, recouverte d'une pluie de cendres. Réveillé, il croit apercevoir Gradiva dans la rue et se retrouve à sa recherche en pyjama, mais en vain. On apprend alors que le héros est fils unique d'un professeur d'archéologie. Après la disparition prématurée de ses parents, ce qui est le cas pour Jensen, il a accompli ce voyage en Italie qui concluait un examen de culture classique brillamment réussi. Suit une description du caractère de Norbert. Un jeune homme qui s'isole des autres, fuit la société et les femmes. Il est pourvu d'une imagination extrêmement vive. Il se compare à un canari en cage. Une impulsion à faire un voyage l'amène à Rome, où il est le témoin de mots doux et ébats amoureux d'un couple allemand dans la chambre voisine. Ce qui induit le second rêve. À Pompéi, au moment où le Vésuve entre en éruption, l'Apollon du Belvédère enlève la Vénus capitoline. Il ne parle pas grec mais allemand. Norbert fuit Rome pour Naples. Après une nuit blanche, il se retrouve dans le site antique de Pompéi à l'heure de midi, dans un état de rêverie merveilleuse. Je ne m'étendrai pas sur les apparitions successives de Gradiva, fantaisie de l'imagination débordante du romancier ou hallucination délirante. Gradiva devient Zoé. Une longue promenade amène Norbert à rencontrer un vieux monsieur qui chasse les lézards et à découvrir une troisième auberge, l'Albergo del Sol. D'où le troisième et dernier rêve, un rêve absurde. Quelque part au soleil était assise Gradiva, en train de faire avec un brin d'herbe un nœud coulant afin d'attraper un lézard. Ses actions et paroles reprennent à peine déformées celles du vieux monsieur, chasseur de lézards. Les apparitions de Zoé Gradiva se poursuivent.
Zoé loge avec son père à l'Albergo del Sol. Zoé Bertgang, celle qui brille par sa démarche, est la fille d'un professeur de zoologie, le vieux monsieur chasseur de lézards. Ce sont les voisins de Norbert en Allemagne. L'histoire se termine par un happy end. Norbert envisage d'épouser Zoé et de faire son voyage de noces à Pompéi. Voici le commentaire de Freud. Je n'ai relevé dans ce commentaire que ce qui a trait au sujet qui nous intéresse, les sources de la création littéraire chez Jensen. Freud s'est surtout intéressé aux rêves et aux délires de Norbert. Freud traite Norbert et Gradiva Zoé et leurs manifestations psychiques comme s'ils étaient des individus réels et non les créations d'un auteur. Il trouve les descriptions si fidèles à la réalité qu'il considère cette fantaisie comme une remarquable étude psychiatrique. L'histoire d'un délire et de sa guérison. Pour Freud, les fantaisies de Norbert au sujet de Gradiva sont issues de souvenirs refoulés, son amitié d'enfance avec Zoé. Il a d'abord pensé que Jensen avait une sœur. À la même source, l'inconscient, puisent l'écrivain et le psychanalyste, travaillant sur le même objet, le refoulé, mais avec une méthode différente. L'écrivain s'intéresse aux rejetons de son propre inconscient et les développe. Au lieu de les réprimer ou refouler, il leur accorde une expression artistique, levée de la censure. À plusieurs reprises, Freud formule l'intérêt de s'informer auprès de l'auteur sur les sources qui ont pu inspirer certaines parties de sa création. C'est ce qu'il va faire en lui adressant son commentaire et 2 courriers auxquels Jensen va répondre par 3 lettres qui apportent à mon avis un matériel extrêmement intéressant. Elles montrent une prise de conscience progressive par l'auteur des éléments de la réalité et des souvenirs inconscients qui ont pu être utilisés dans son œuvre littéraire, c'est-à-dire des excitations externes et internes. Jensen n'a pas de sœur, mais se demande s'il n'y aurait pas le souvenir d'une camarade d'enfance. Puis il révèle à Freud qu'un autre de ses romans, Le Parapluie rouge, a été tissé à partir d'un amour de jeunesse, une amie d'enfance qui mourut phtisique à l'âge de 18 ans, et de ses relations amicales avec une jeune fille que la mort enleva elle aussi prématurément. On remarque ici le processus de condensation entre l'amour de jeunesse et la jeune fille amie, toutes 2 ravies par la mort et le déplacement sur Gradiva Zoé. Le créateur en a fait un roman, composition avec dramatisation, qui met en scène le rêve éveillé de la création. L'histoire fourmille de symboles, le pied, le lézard, etc. Le contenu latent du livre, le désir inconscient de l'auteur, c'est de faire revivre dans un roman un amour d'enfance enseveli. L'identification de l'auteur à son héros me paraît ici évidente. Jensen possède plusieurs copies d'un bas-relief exposé dans un musée à Rome, représentant celle qu'il nomme la Gradiva. Il y voyait la représentation d'une Pompéienne d'origine grecque, et le site de Pompéi lui était bien connu. Il s'y attardait à l'heure de midi, qui a pu favoriser des visions éveillées ou hallucinatoires. Cette fantaisie donne bien l'impression d'être un roman autobiographique déguisé, bien que l'auteur s'en défende et on le comprend aisément. André Green écrit dans la lignée de Freud : aucun psychanalyste ne peut renoncer à l'étude des relations entre l'histoire d'une vie et l'histoire d'une œuvre. Ce qui est commun au travail de transformation dans l'œuvre littéraire et le rêve, c'est une élaboration secondaire qui cherche à voiler l'inconscient. Le psychanalyste, grâce à une lecture flottante, effectue un travail de déliaison. Malheureusement, nous ne pouvons récolter les associations du créateur disparu, et il n'est pas conseillé d'utiliser celles du créateur vivant sur un divan de peur de lui ôter ses sublimations. Aussi il nous faut apporter nos propres associations, sans la validation du créateur. Freud étudie et interprète les relations entre le contenu du texte et l'inconscient de l'auteur. Il applique au texte la méthode analytique associative, mais ce sont ses propres associations qu'il utilise à la place de celles de l'auteur, puis les associations révélées par Jensen. Des lettres de Jensen viennent confirmer l'exactitude de certaines interprétations de Freud et valident l'intérêt d'une telle méthode. C'est ce que l'on nomme la psychanalyse appliquée, de façon assez péjorative. Le travail peut être facilité par le matériel autobiographique de certains créateurs qui révèlent leurs associations à propos de leurs œuvres. De nombreux psychanalystes sont opposés à la psychanalyse appliquée, mais le matériel provenant des associations d'un créateur ne peut-il pas être utilisé comme celui d'un patient sur le divan ? Freud et l'œuvre picturale. Dans un souvenir de Léonard de Vinci, Freud développe l'idée suivante.
L'artiste exprime les mouvements les plus secrets de son âme cachés à lui-même, par des créations qui saisissent les autres. 2 tableaux de Léonard ont mis Freud en émoi et frappé son imagination. Le premier est le portrait de Mona Lisa et son sourire énigmatique, l'autre, la composition imaginaire de Sainte Anne avec la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Le sourire de la Joconde. Pour Freud, le sourire de la belle Florentine Mona Lisa del Gioconda, qui fut le modèle de Léonard de Vinci, aurait réveillé chez le peintre un très ancien souvenir, le sourire de sa mère à qui il fut arraché à l'âge tendre de 3-5 ans, en fait vers 18 mois après la fin de l'allaitement d'après la biographie de Serge Branly. On sait aussi que Léonard a pu continuer à voir sa mère Caterina remariée dans un village voisin de Vinci jusqu'à 16-17 ans, l'âge où il est parti en apprentissage chez Verrocchio à Florence. Il lui était alors plus facile de se rappeler son sourire. Comme dans la production onirique, il recherche dans l'œuvre picturale le contenu latent. Le contenu manifeste est un portrait de femme commandé par son mari. Freud s'interroge sur le sourire énigmatique de cette Joconde qui a troublé tant de générations, et cherche à en découvrir le sens caché. Freud crée un lien entre un détail de l'expression du visage du modèle, saisi par le peintre et représenté sur son tableau, et des éléments connus par lui de sa biographie. Il avait lu à l'époque la biographie de Vasari et un roman. Il recrée la liaison inconsciente qui a pu s'établir dans l'imaginaire du peintre entre le modèle à peindre et la reviviscence d'émoi et de sensations enfouies au plus profond de lui-même. Léonard l'exprime avec sa sensibilité dans une représentation picturale. Freud nous livre ses propres associations et non celles de Léonard, mais son hypothèse paraît vraisemblable. Il se sert ensuite d'éléments biographiques pour étayer son hypothèse. Le tableau, tel le rêve, devient accomplissement de désirs refoulés. Faire revivre la mère perdue après le sevrage, une mère seule qui aurait instauré une relation fusionnelle avec son fils mis à la place du père absent, ce qui explique pour lui l'homosexualité de Léonard. Freud a noté que l'on retrouve ce sourire de façon répétitive dans plusieurs de ses œuvres. La Joconde, Sainte Anne la Vierge et l'Enfant Jésus, Jean-Baptiste et la Vierge au rocher. Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus, un enfant et 2 mères. Ce qui intéresse Freud, c'est le sujet choisi par Léonard, un sujet peu représenté par les peintres. Il trouve au choix de ce sujet un sens caché. C'est la représentation d'une grand-mère, d'une mère et de son enfant. Au foyer paternel, 2 femmes étaient présentes, sa belle-mère Donna Albiera et sa grand-mère paternelle, Mona Lucia. Dans le tableau de Sainte Anne, il remarque que la Vierge est assise sur les genoux de Sainte Anne, la plus éloignée de l'Enfant Jésus. Cette grand-mère paraît bien jeune et ressemble à la Joconde par le sourire qui se joue sur ses lèvres. Il en conclut que ces 2 femmes représentent les 2 mères qui l'ont élevée, sa vraie mère Caterina et sa belle-mère pour Freud. On sait de nos jours grâce au travail de Serge Branly qui s'appuie sur des documents d'archives, que Léonard a été enlevé à sa mère après le sevrage vers 18 mois et confié à la grand-mère paternelle et non à la belle-mère, mais l'hypothèse reste valable. La deuxième mère est donc sa grand-mère et non sa belle-mère. Le visage de la grand-mère est rajeuni et idéalisé. Sa grand-mère serait représentée en Sainte Anne, grand-mère de l'Enfant Jésus. Celui-ci est debout, jouant avec un agneau à l'âge de l'adoption de Léonard, 18 mois et non plus 3-5 ans. Un critique d'art, cité par Freud, a même retrouvé l'image d'un vautour dans les contours du manteau bleu qui entoure le corps de la Vierge Marie. Le fantasme de fellation de Léonard rapporté et analysé par Freud, un vautour qui lui a frappé les lèvres avec sa queue dans son berceau, se trouverait représenté dans cette œuvre de l'artiste. Le peintre se projette dans son tableau, tel un rêveur dans son rêve. On y retrouve les opérations du rêve. Déplacement, Léonard sur l'Enfant Jésus, Caterina dans la Vierge Marie et Mona Lucia en Sainte Anne, la condensation de 2 mères fusionnées dans le carton de Londres, la dramatisation, un scénario qui rassemble une grand-mère, une mère et un enfant et la figuration symbolique, le vautour. À l'image du rêve, l'œuvre picturale révélerait les pensées inconscientes refoulées du créateur, le désir inconscient de retrouver la mère qui l'a enfanté et allaité, et le sourire qui l'a fasciné. Le vautour ne serait-il pas aussi l'image paternelle qui vient s'interposer dans la relation entre 2 figures maternelles ? Paul Cézanne, Ses pommes, Montagne Sainte-Victoire et bord de l'Arc.
J'ai tenté d'appliquer cette technique associative de Freud au choix des sujets de l'œuvre de Paul Cézanne, avec mes propres associations. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de découvrir d'abord les lieux de son enfance à Aix-en-Provence et d'acquérir un certain nombre de connaissances biographiques avant de contempler l'admirable rétrospective de son œuvre au Grand Palais. Je me suis étonné de la répétition d'un certain nombre de thèmes. Les pommes, les montagnes Sainte-Victoire, les bords de l'Arc avec baigneurs et baigneuses, et je n'ai pu m'empêcher de faire un lien avec les faits réels suivants. L'amitié du collégien Paul Cézanne pour Émile Zola, le futur écrivain, et Baptistin Baille. L'arrivée au collège d'Aix du petit Parisien Émile Zola fut difficile. Il fut l'objet d'hostilité de la part des élèves et Paul Cézanne, solidement charpenté, prit sa défense. Pour le remercier, Émile lui offrit un gros panier de pommes. Et le peintre dira plus tard avec un clignement d'œil en évoquant ce souvenir : « Tiens, les pommes de Cézanne, elles viennent de loin. » Il a donc pris conscience après coup de ce retour du refoulé dans son œuvre. La montagne Sainte-Victoire et les bords de l'Arc étaient les lieux des escapades des trois amis poètes, et les œuvres de Cézanne qui les représentent semblent témoigner du souhait inconscient de faire revivre cette période heureuse de son enfance et de son adolescence. Le contenu latent révèle l'importance des liens homosexuels amicaux avec Zola et Baille, compensant la mauvaise relation avec son père. Michel Fin souligne que le rêve est représentation d'images plus que de mots. Les associations vont lier les représentations de mots aux représentations de choses. Les œuvres picturales, sculpturales, chorégraphiques, photographiques et cinématographiques utilisent des représentations d'images. Ce sont des créations artistiques proches du rêve. Freud et la création en sculpture, le Moïse de Michel-Ange. Après la littérature et la peinture, le troisième écrit de Freud concernant la création artistique témoigne d'un intérêt puissant pour une sculpture, la statue du Moïse de Michel-Ange dans l'église Saint-Pierre aux Liens à Rome. Là encore, il veut découvrir l'intention du créateur dans un geste, un détail, un sujet. Il s'agit de trouver le sens et le contenu latent de ce qui est représenté dans l'œuvre, d'accéder aux pensées inconscientes de l'artiste. Ce qui a d'abord frappé Freud, c'est la colère dans le regard de Moïse, la représentation d'un affect. La statue montre le patriarche assis, tenant les tablettes des 10 commandements dans sa main droite. Freud resitue le contexte historique de la Bible. Après la remise des tables de la loi par Dieu, Moïse descend du Sinaï et aperçoit le peuple adorant le veau d'or. Il jette les tables de la loi, les casse et déchaîne sa colère. Freud remarque l'inhibition de cette colère dans l'attitude de la statue. Le pied gauche levé donne l'impression que Moïse va se mettre debout. Mais les tablettes ont glissé et il les retient du coude. Les doigts de sa main droite retiennent sa barbe comme dans un mouvement pour maîtriser sa colère. Cette statue fait partie d'un ensemble de 6 statues pour entourer le tombeau du pape Jules II. Freud se pose la question de l'excitateur de l'œuvre. Pourquoi le choix de cette statue et de cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.